Lecture des messages. Message de l'UNC. « 8 mai 1945, il y a 80 ans. Depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. Restent les poches de Lorient et de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous occupation japonaise. Les Alliés, dont les troupes françaises occupent l'Allemagne nazie, à Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs. Le maréchal soviétique Jokdej Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tedder, le général américain Karl Spath et le général Jean Delattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Prisonniers de guerre, déportés, déplacés, STO, exilés, réfugiés et malgré nous, commencent à rejoindre leur foyer. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que la Shoah, apparaît au grand jour. L'heure est au bilan et à la reconstruction. Les mémoires s'affrontent déjà pour le pouvoir, sur fond de légitimité et de lutte politique. L'épuration accentue les clivages. Au niveau mondial, un nouvel ordre se met déjà en place. Saluons aujourd'hui toutes les Françaises et les Français, héros et anonymes de métropole et de l'Empire, qui ont souffert et donné leur vie pour que la France se relève et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération, pour que le pays des Lumières reprenne sa place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances des familles dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre, celles des populations civiles déplacées, déportées, celles des victimes collatérales des combats, des bombardements, celles des victimes de représailles et de multiples sévices, du fait de leur origine ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous, comme nous l'avons fait tout au long des mois passés, pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse, ainsi que celle de tous ceux qui ont souffert, combattu, résisté et donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de son redressement et de son renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons esprit de défense et résilience, soutenons nos armées. Rappelons-nous les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. Message de l'UFAC. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin, ainsi la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui,
entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir. Soulignons l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République et vive la France. Message du collectif Histoire et Mémoire par M. Julio Dorgio de Carvalho. Levé de la Victoire, contenant la croix de Lorraine, se peint sur les véhicules, sur les façades d'édifices publics, exprimant un sentiment libérateur après 4 années d'occupation allemande. Carillons de cloches à toute volée, explosions de joie, de cris, d'hymnes patriotiques dans une foule en liesse, qui inonde les rues et parmi laquelle se faufilent les résistants de la dernière heure. L'annonce de l'armistice, désormais actée, fait oublier momentanément les souffrances endurées. Voilà à quoi ressemble cette journée du 8 mai 1945 dans les grandes villes de France. L'heure sera bientôt au règlement de compte pour tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, collaboré avec l'occupant. Cette exubérante vengeance ne sera que le défoulement d'un patriotisme jugulé, voire brimé, pour des familles mutilées de leurs membres, spoliées de leurs biens, victimes anonymes de représailles. L'hégémonie de l'arianisme a sali le cœur des hommes, dévoilant les noirceurs les plus débridées de l'âme, libérant en eux les pires perversités et les pires horreurs. Le 8 mai 1945, par l'armistice, marque la fin de la grande tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la victoire sur le nazisme, le retour progressif des prisonniers dans leur foyer. Cette date est aussi le début de retour de survivants de camps de concentration et de rescapés de camps d'extermination. Le 8 mai est la victoire et la revanche d'une population qui a refusé de se soumettre à des lois et des décrets dictés par l'Allemagne, acceptés par le gouvernement de Vichy, présidé par un vieillard de 84 ans, encore auréolé de sa gloire acquise à Verdun en 1916. Lois et décrets appliqués avec zèle par une administration collaborationniste. Cette victoire, nous la devons aux puissances étrangères alliées qui ont envoyé par milliers leurs enfants au péril de leur vie pour sauver la France, car malheureusement une grande partie de l'Europe était déjà écrasée par la botte allemande. Nous la devons aussi à nos indigènes coloniaux qui ont rejoint l'armée française. Nous la devons surtout à nos résistants. La foi accordée au maréchal Pétain n'est plus reconnue par certains Français qui ont entendu le 18 juin 1940 sur les ondes britanniques la voix du général de Gaulle qui s'est proclamé chef des Français libres de Londres et exhortant le peuple français à ne pas perdre espoir. Je cite, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Cette armée des ombres est constituée d'étrangers réfugiés en France suite à la montée du nazisme dans leur pays. Ils sont polonais, arméniens, tchèques, et la liste est loin d'être exhaustive.
Et ils se battent pour les libertés qu'on leur a déjà supprimées. Pour la liberté. D'Espagnols fuyant le franquisme, de jeunes refusant la relève souhaitée par le gouvernement vichiste, de réfractaires au service de travail obligatoire. L'indifférence générale aux mesures discriminatoires exercées par le Troisième Reich s'est muée en une révolte sourde. Certains refusant d'abandonner leur liberté ne peuvent plus supporter les listes successives de suspects dressées dans les préfectures. Étrangers, juifs, nomades, francs-maçons, communistes, homosexuels, témoins de Jéhovah, handicapés, physiques et moraux, sagement répertoriés, intellectuels, n'adhérant pas au régime nazi. Liste malheureusement suivie de rafles, d'internement dans des camps sur le sol français et aboutissant à des convois vers une destination inconnue dont le destin tragique ne fut révélé qu'après-guerre. Ces, entre guillemets, rebelles, ces patriotes, ces résistants de toute nationalité, de toute religion, équipés chichement en armes, s'organisent en groupes plus ou moins militarisés, hiérarchisés, pour donner du fil à retordre à l'occupant. Ils sont appuyés par des sympathisants qui exercent, grâce à leur métier, des actes de sabotage, de faux papiers. Ils sont cheminots, employés de mairie, pasteurs ou simplement des anonymes que personne ne remarque. Marguerite a eu la joie de voir revenir, dès l'armistice de 1940 signé, quelques soldats. Trop peu d'ailleurs. Très vite, l'anxiété et l'attente s'installèrent dans le village, car après un long moment de silence, quelques lettres parvinrent de leurs chers compatriotes retenus prisonniers en Allemagne. Pour d'autres, leur nom sera gravé à jamais sur le monument aux morts du village. Comme dans chaque commune, la population a hébergé des familles de réfugiés ou caché des enfants juifs. Le malaise n'a fait que croître quand il fallut faire face aux réquisitions de jeunes ouvriers spécialisés devant être employés dans les camps et usines allemandes pour fournir de la main-d'œuvre manquante. Il y avait entre guillemets les patriotes qui s'engageaient dans le régime de Vichy, et il y avait entre guillemets les renégats qui ne voulaient pas souffrir plus de conditions de l'occupation allemande. Les troupes allemandes s'y sont installées, sans employer la manière forte, même si elles ont réquisitionné tout ce dont elles avaient besoin. Elles ont imposé, comme ailleurs, les règles de couvre-feu et de libre circulation, mais n'ont jamais eu recours à des exactions ou représailles pour actes de sabotage ou d'attaque dirigés contre elles. Marguerite n'a pas eu de pendu, pas eu de fusillés pour l'exemple. Ces troupes d'occupation ont cependant instauré des gardes obligatoires, assurés par une partie de la population, pour sécuriser leur matériel et la ligne de chemin de fer. Marguerite n'a pas eu sur son territoire, comme à Langlade ou à Calbuisson, de camps de travailleurs étrangers. Population mise à la disposition d'agriculteurs ou de petites entreprises pour pallier la main-d'œuvre manquante. Population dispersée par la suite vers d'autres camps régionaux, selon le beau vouloir du gouvernement de Vichy, alimentant aussi les convois destinés au camp du Troisième Reich. Marguerite a gardé les stigmates de l'occupation allemande, abris et pistes d'atterrissage de petits avions aménagés dans la garrigue, cages de caisses de munitions et d'armement creusées aussi dans la garrigue, trous creusés le long des routes pour ensevelir des corps après le repli de l'occupant. Les bombardements des Alliés n'ont pas fait de victimes à Marguerite, mais le village a payé un très lourd tribut, la perte de 5 de ses jeunes enfants. Ils ont sauté dans l'explosion d'un obus alors qu'ils furetaient dans les décombres d'un dépôt de munitions. Afin de se souvenir que la guerre a un visage hideux et laisse des souffrances indélébiles, chaque année, le village égrène leur nom, comme tous ceux qui ne sont jamais revenus de la drôle de guerre. Nous avons commémoré le lundi 27 janvier 2025 le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination. Nous commémorons aujourd'hui, 8 mai, le 80e anniversaire de l'armistice
ayant mis fin à la guerre en Europe. Et pourtant, le passé morbide et inhumain de cette page d'histoire récente n'a pas servi d'exemple. L'Occident continue de se battre contre l'antisémitisme réactivé par les conflits du Proche-Orient. À l'heure où les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale sont au crépuscule de leur vie et que s'éteignent progressivement les derniers témoins des rescapés de camp, nous avons le devoir, pour ne pas dire la responsabilité, de raconter leurs histoires, d'entretenir excusez-moi, pour ne pas dire la responsabilité de raconter leurs histoires, d'entretenir le souvenir de ce qui s'est passé afin de ne jamais oublier. Le collectif Histoire et Mémoire s'est donné pour mission de collecter les témoignages, de les transmettre aux jeunes générations et de faire en sorte que les futures générations, grâce à ces témoignages, ne commettent plus les actes infâmes de la Seconde Guerre mondiale, que ce passé si douloureux leur serve de leçon. Plus jamais ça. Je terminerai par une réflexion notée dans un des nombreux ouvrages de Primo Levi, survivant de camp. Je cite, « Si nous mourons en silence, comme les ennemis le souhaitent, le monde ne saura pas ce que l'homme a pu faire et ce qu'il peut encore faire. Le monde ne se connaîtra pas lui-même. » Au nom du collectif Histoire et Mémoire, je vous remercie de votre attention. Message de la ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire par M. Denis Cantier. À l'occasion du 4e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 45, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien des Alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction. Pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance, sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même.
Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la Libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbe de l'association des aînés, Likutenegre. Gerbe de l'association Amicale Rencontre. Gerbe de l'UNC. Gerbe de la FNACA. Gerbe des médaillés militaires.
gerbe de la municipalité. Aux morts. Allocution et remerciements de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire honoraire de Marguerite, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs, chers amis, il y a 80 ans, la signature à Berlin par le maréchal Keitel de la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne n'était pas celle d'un pays ou même d'une alliance, mais bien la capitulation d'un système, d'une idéologie construite sur l'injustice, la violence, la haine, qu'on l'appelle nazi ou fasciste. La victoire des Alliés en ce 8 mai 1945 n'était pas celle d'un monde sur un autre, mais celle du droit sur la force, celle de la liberté sur la dictature, la victoire de la civilisation sur la barbarie.
Et cette victoire, nous l'avons payée au prix exorbitant de plus de 10 millions de jeunes vies perdues sur les champs de bataille, celles des soldats alliés. 10 millions de jeunes vies sacrifiées pour que d'autres puissent vivre libres. Ce prix impose que nous n'acceptions aucune concession, aucun espace à ceux qui aujourd'hui osent encore se réclamer des mêmes insanités, se servir des mêmes méthodes, se permettre les mêmes formules. Liberté, égalité, fraternité pose la devise de notre République. Ceux-là ne sont pas républicains. Et je le dis en conscience, je le dis en responsabilité, je le dis au regard de l'histoire, au regard du droit et des valeurs qui sont celles de notre pays et de notre démocratie. Il y a 80 ans, les peuples ont vécu l'indicible horreur de la guerre mondiale. Mais dans cette horreur généralisée, mondialisée, certains d'entre eux ont connu encore pire que le pire. Je pense évidemment à la Shoah, cette tentative d'anéantissement systématique du peuple juif par le régime nazi. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été persécutés, déportés dans des camps de concentration et d'extermination et assassinés avec une froideur industrielle. Ce fut un crime d'une ampleur sans précédent, une tâche indélébile sur l'histoire de l'humanité. Mais la Shoah n'est pas le seul crime contre l'humanité qui a marqué cette période. N'oublions pas les persécutions et les massacres de populations civiles, les déportations forcées, les expériences médicales inhumaines menées sur des êtres sans défense, l'utilisation du travail forcé dans des conditions épouvantables. Ces actes commis par le régime nazi et ses collaborateurs, mais aussi par d'autres acteurs du conflit, témoignent d'un mépris fondamental pour la dignité humaine. Ces crimes ne sont pas de simples dommages collatéraux de la guerre, car ils étaient souvent planifiés, organisés et mis en œuvre avec une intention délibérée de détruire des groupes entiers de personnes en raison de leur origine, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou encore de leurs opinions politiques. Se souvenir de ces atrocités n'est pas seulement un devoir moral envers les victimes, c'est aussi une nécessité pour comprendre les dangers de l'idéologie de la haine, du racisme et de la xénophobie. C'est un rappel constant de l'importance de défendre les droits humains, l'importance de la tolérance, l'importance de défendre le respect de la diversité. En nous souvenant des crimes contre l'humanité de la Seconde Guerre mondiale, nous honorons la mémoire de ceux qui ont souffert et nous réaffirmons notre engagement à ce que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. La vigilance et l'éducation sont nos armes les plus puissantes contre l'obscurantisme et la barbarie. Et dans une période où la réalité de la guerre frappe encore aux portes de l'Europe, elle nous oblige à être plus rigoureux, plus vigilants, plus exigeants que jamais avec nos valeurs, nos lois et nos principes. Plus rigoureux, plus vigilants, plus exigeants dans ces moments de commémoration, dans ces moments d'hommage et de recueillement, dans la transmission des savoirs aux jeunes générations, dans la recherche et la transcription de la vérité des faits, dans nos échanges et nos débats publics, dans notre façon de vivre en société, de construire la nation, de faire commune. Aujourd'hui, en ce jour de 80e anniversaire, comme chaque année d'ailleurs, nous sommes nombreux, place de la Victoire, pour participer à cette cérémonie, y apporter notre part de conviction, notre part d'émotion, notre part d'engagement. Je vous remercie et je vous salue, mesdames et messieurs, les élus du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs, les élèves du collège Lucas Selas et vos enseignants, les soldats du 4e Hermat et de la 6e DLB,
les sapeurs-pompiers qui arrivent maintenant en histoire de secours de Marguerite, les gendarmes de la caserne Arnaud Beltrame, les associations d'anciens combattants et nos porte-drapeaux, le collectif Histoire et Mémoire, les représentants des associations, les élus, et vous, Margueritoises et Margueritois, citoyens et acteurs de la vie locale. Ensemble, nous rendons hommage aux combattants du monde entier, aux soldats des colonies, à tous ces étrangers, nos frères, à qui nous devons aujourd'hui la paix et notre liberté. Ensemble, nous honorons les rebelles, les résistants, les ouvriers, les instituteurs, les pasteurs de toute religion, de toute origine, de tout engagement, qui, dès 1940, opposèrent leur courage à l'infâme collaboration et risquèrent, parfois sacrifièrent leur vie pour l'honneur de la France. Ensemble, nous nous souvenons des victimes, de toutes les victimes de cette inhumanité choisie, promue, systémique. Ensemble, pour nous rappeler, pour dire et redire que le déni de citoyenneté, le refus de fraternité n'a jamais qu'une seule issue, le chaos, la haine et le meurtre. Ensemble, nous célébrons et défendons la paix pour le monde et l'avenir. Et ensemble, nous honorons la mémoire de nos concitoyens morts pour la France, dont le nom est inscrit sur ce monument. Il y a aussi le nom de 5 jeunes adolescents, encore des enfants de Marguerite, morts le 12 octobre 1944, pour avoir fait ce que doivent faire tous les enfants de leur âge, ce que devraient faire tous les enfants du monde: jouer. Jouer, grandir, apprendre, rire, aimer, au lieu de mourir parce que des bombes explosent ou parce qu'ils portent un fusil trop grand pour eux. Chaque année, notre commune, leurs familles, se souviennent de ces enfants martyrs. Il y a 80 ans, ce jour était aussi celui de la fin de la guerre. C'est-à-dire un jour de liesse, un jour de joie, un jour d'espoir dont nous ne pouvons sans doute pas imaginer la force, la puissance, nous qui n'avons pas vécu les années d'occupation, de privation et de peur quand la France entière vivait sous la botte de l'armée nazie et de la Gestapo, de la police vichiste et des collabos. Le 8 mai 1945 est aussi de date symbole de la liberté retrouvée, de l'enthousiasme revigoré, de la nation réhabilitée. Et c'est pour cela que j'ai souhaité, en accord avec les associations d'anciens combattants, et je les en remercie, c'est pourquoi j'ai proposé de donner une dimension exceptionnelle à ce temps d'hommage et de mémoire en cette 80e année d'anniversaire. Et c'est pourquoi, après avoir salué nos porte-drapeaux, je vous invite à vous joindre à notre cortège, à vous joindre au souvenir des enfants de Marguerite à l'école Pérouse, et à partager en frères un temps de convivialité, de musique et de dégustation. Je vous remercie de votre attention. Attention, il faudrait qu'on se recule tous un peu là, s'il vous plaît. Juste pour la photo, pardon. Les enfants dans le cortège, vous restez avec moi. Alors regarde, là, on regarde, il faut regarder tout par binôme. Regardez vos parents.
Les élus, mesdames et messieurs les représentants des familles victimes, mesdames et messieurs les élèves du collège de Castellas, mesdames et messieurs les jeunes élus du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs, chers amis, année après année, nous sommes tous, citoyens, anciens combattants, élus, bien présents aux différentes cérémonies commémoratives qui rythment l'année et rendent hommage aux combattants qui ont défendu la France, sa République, ses valeurs, au prix de leur jeunesse et de leur vie. En ce 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, nous n'avons pas failli à notre devoir. Et je tiens très sincèrement, très chaleureusement à vous remercier de vous être, comme toujours, mobilisés en très grand nombre. Les commémorations rendent justice aux héros et aux justes. Elles sont l'occasion d'apprendre aussi en se souvenant de toutes les victimes des conflits. C'est l'objet de ce second temps de recueillement que nous observons chaque année à la mémoire de André Benoît, Roger Clausel, Jean-Pierre Escudier, Raymond Siboussi et Joachim Villard. 5 enfants de Marguerite, fauchés au temps de l'innocence, de l'insouciance et de l'espoir, comme malheureusement des millions d'autres à travers l'histoire et les continents. Des enfants qui, comme tous les enfants, ne voulaient que jouer, rêver, grandir, aimer. Des enfants devenus les premières victimes des conflits, des enfants enrôlés dans les combats, des enfants assassinés dans leur maison, leur village, écrasés, brûlés sous les bombes, déportés, martyrisés. Des enfants, tout simplement. Il n'y a en tout lieu et toute heure rien de plus illogique, rien de plus odieux que la mort d'un enfant. Le 12 octobre 1944, Marguerite, notre village, en a perdu 5 à cause d'un obus, à cause de la guerre. C'est à l'évidence une tragédie, un traumatisme. Mais ce doit être aussi un devoir, celui du courage et de la reconnaissance. Courage et reconnaissance de leurs familles, qui ont accepté et acceptent de nous laisser chaque année associer notre douleur et notre mémoire à leur peine, et qui sont chaque année, je les en remercie très chaleureusement, présentes pour ce moment. Courage et reconnaissance aux élèves du collège Lou Castellas, qui sont derrière nous, à leurs enseignants et à leurs responsables. Élèves qui sont à nos côtés aujourd'hui et qui vont prendre toute la place dans le devoir de mémoire et de paix, puisque je vais
leur laisser la responsabilité de conclure cette cérémonie. Aujourd'hui, à travers cette cérémonie, et particulièrement le mot de ces enfants, c'est une communauté, notre communauté, qui se souvient et qui se mobilise pour que d'autres enfants ne viennent pas, ni aujourd'hui, ni demain, rejoindre André, Roger, Jean-Pierre, Raymond et Joachim. Parce qu'un enfant ne devrait jamais mourir comme un enfant. Dépôt des gerbes et bouquets par les amis et familles des victimes. Gerbe des élèves du collège Lou Castellas. Roger Closet. Jean-Pierre Escudier. Joachim Villa. André Benoît. Gerbe du conseil
Conseil municipal des enfants. Pardon. Lecture d'un poème par Aurore Gélibrel, suivi de l'intervention des élèves de la 3e Ampère du collège Lou Castellas. Enfants envolés. Les enfants innocents, sous les bombardements, étaient victimes hier des horreurs de la guerre. Cela n'est pas fini, car encore aujourd'hui, des enfants, des bébés, sont aussi violentés. Toutes ces âmes innocentes, sous les bombes détonnantes, vivent des atrocités causées par leurs ennemis. Mais cela ne doit pas durer. Nous rêvons tous d'un monde de paix. Jour de notre jeune âge, nous leur rendons hommage. Nous sommes là en ce jour, en donnant tout l'amour dont ce monde a besoin pour la vie de demain. Voilà le cœur de collégiens citoyens engagés autour d'un projet collaboratif interdisciplinaire Français-Histoire pour la paix. Depuis la cérémonie commémorative du 11 novembre jusqu'à l'exposition à la médiathèque Éloge de l'amitié, de la paix, de l'union et du partage, le voyage à Genève pour visiter l'ONU avec le soutien sans faille de Monsieur le maire, de Madame Condé, de ma direction, Monsieur Pluvinage et Madame Boslac, ou encore au dispositif communal Théâtre sur rue, ou au concours d'éloquence autour de la réflexion citoyenne, l'amitié comme rempart contre la folie de l'histoire. En tant qu'enseignante de français, je suis très fière de vous, mes très chers élèves. Adolescents à peine, vous avez déjà une telle hauteur à mes yeux, laquelle vous assure de faire briller le collège Lou Castellas, ainsi que la commune de mon enfance, Marguerite. L'histoire se souvient, le français fait vivre. L'histoire commémore, le français incarne. L'histoire conserve des traces du passé, le français ouvre la voie de demain. L'histoire retient les mots, le français martèle
la puissance du dire. L'histoire documente, le français donne à voir et à entendre. L'histoire répertorie les conflits, le français réconcilie. Alors, quand les deux s'allient, histoire et français, en un souffle uni, la vie, à jamais, leur sourit. À travers des décennies, les messages pour la paix entre les nationalités d'enfants, auteurs qui ont écrit des témoignages sur leur enfance volée par la guerre, ont touché le cœur des hommes et des femmes dans le monde entier. Ces enfants, comme Anne Frank, voulaient écrire pour que ces textes soient lus. Ils voulaient émouvoir, intéresser, enflammer. Ils ont réussi, et bien plus qu'ils ne pouvaient le rêver, parce que nous, élèves de la 3e en terre du collège Lucas Sellas, nous tenons là, en ce jour du 8 mai 2025, pour porter leur voix. Cette voix d'union, de partage, de fraternité et de douceur, par-delà la violence et la folie de l'histoire. Liberté, égalité, fraternité auraient pu être la devise de leur vie. Les poètes ont écrit à leur tour pour porter cette voix de la liberté. Souhaitons que leurs paroles deviennent, pour les jeunes de demain, une inspiration pour une coexistence paisible, sans haine, en accord avec leurs idéaux. Chers auditeurs, découvrez ici ces paroles de l'enfance et de la poésie toutes deux liées, de manière authentique, à travers notre engagement citoyen d'élèves. Le journal d'Anne Frank est le récit intime rédigé par l'adolescente juive âgée de 13 à 15 ans, d'une vie cachée et recluse, dans l'annexe d'un immeuble durant la Shoah avant d'être arrêtée sur dénonciation et déportée. Devenue le symbole des élèves victimes du nazisme, la jeune enfant se confie avec ses mots d'enfant sur ses huis clos étouffants à une amie imaginaire, mais elle apparaît comme mature et philosophe pour son jeune âge. Elle grandit vite et réfléchit au sens de la vie et à la liberté. Liberté de Paul Éluard, un poème écrit en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, comme une ode à la liberté face à l'occupation allemande. À travers une énumération de lieux réels ou imaginaires, le poète ne se lasse pas d'écrire le mot liberté. Ces deux voix se sont soulevées contre la guerre. Chers auditeurs, portez ces chants de l'espérance pour toujours, ensemble dans vos cœurs à genoux. Vive l'amitié, vive l'union, vive la paix et vive la liberté. Le journal d'Anne Frank, 1947. Mercredi 8 juillet 1942. Mon cher journal Kitty, depuis dimanche matin, on dirait que des années se sont écoulées. Il s'est passé tant de choses qu'il me semble que le monde entier s'est mis tout à coup sans dessus-dessous. Mais si je vis encore, c'est le principal. Oui, c'est vrai, je vis encore, mais ne me demande pas où ni comment. Jeudi 9 juillet 1942. Nous marchons sous la pluie battante, papa, maman et moi. Chacun portant un cartable et un sac à provisions bourré, jusqu'à bord d'objets déposités au pic. La cachette qui nous abritera se nomme l'annexe, proche du bureau de papa dans l'appartement. Je crois que je ne me sentirai jamais chez moi dans cette maison, ce qui ne signifie absolument pas que je ne m'y sens si mal, mais plutôt comme une pension de famille assez singulière où je serai en vacances. Une conception bizarre de la clandestinité, sans doute, mais c'est la mienne. L'annexe est une cachette idéale et bien humide et de guingots. Il n'y en a probablement pas de mieux aménagé ni de plus confortable. Le samedi 11 juillet 1942, grâce à papa qui avait apporté à l'avance toute ma collection de cartes postales,
et de photos de stars de cinéma. J'ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de ma chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus gai comme ça. Nous avons très peur d'être vus ou entendus. Durant la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler à tout va. « 28 septembre 1942. L'idée de ne jamais pouvoir sortir m'oppresse, et j'ai très peur qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Je m'invente toujours de beaux rêves, mais la réalité, c'est que nous devons rester ici. Sortir est trop dangereux. Lundi 21 septembre 1942. Aujourd'hui, on a installé une lampe au-dessus de mon divan pour que je puisse éventuellement tirer sur une ficelle et éteindre en cas de coup de feu. Le travail de classe a commencé. Je fais beaucoup de pensées et m'enfonce dans la tête 5 heures d'idées par jour. Mais j'ai beaucoup oublié de ce que j'avais appris à l'école. On dit des drôles de choses quand on doit se cacher. Figure-toi que n'ayant pas de baignoire, nous lavons dans un bac. Vendredi 9 octobre 1940. As-tu entendu parler d'otages? Les citoyens innocents sont emprisonnés. Si quelqu'un commet un acte de sabotage et que le coupable n'est pas retrouvé, la Gestapo aligne le prisonnièrement. 4 ou 5 de ces otages sont tués à la suite d'un accident fatal. C'est ainsi que se qualifie ce crime. Jeudi 5 novembre 1942, papa veut me faire lire. Il a sorti de la bibliothèque les pièces de Goethe et Schiller. Cette semaine, j'ai beaucoup lu. C'est ainsi qu'il faut faire dans le monde pour aller mieux. Vendredi 20 novembre 1942. Nous ne savons pas très bien quelle attitude adopter. Nous ne nous aidons pas nous-mêmes, ni ceux du dehors, en restant sombres. À quoi cela sert-il de faire de l'annexe une annexe mélancolique? Dans tout ce que je fais, je ne peux m'empêcher de penser aux autres, à ceux qui sont partis. Et quand quelque chose me fait rire, je m'arrête avec effroi. Mais faut-il donc que je pleure toute la journée? Non, c'est impossible. Et ce cafard va bien finir par passer. Dehors, il se passe des choses affreuses. Ces pauvres gens qui sont emmenés de force jour et nuit. Les familles sont écartelées. Hommes, femmes et enfants sont séparés. Tout le monde a peur. Les enfants ici se promènent avec pour tout vêtement une blouse légère et des sabots aux pieds, sans manteau, sans bonnet, sans chaussettes, sans personne pour les aider. Ils n'ont rien dans le ventre, mais mâchonnent une carotte, quittent une maison froide pour traverser les rues froides et arriver à l'école dans une classe encore plus froide. Oui, notre pays est tombé si bas qu'une foule d'enfants arrête les passants dans la rue pour demander un morceau de pain. Je pourrais te parler pendant des heures de la misère causée par la guerre, mais cela ne réussit qu'à me déprimer encore davantage. Il ne nous reste plus qu'à attendre le plus calmement possible. Lundi 19 juillet 1943, dimanche, le quartier a subi un bombardement très dur. Les destructions doivent être effroyables. Des rues entières sont en ruine. Il faudra encore beaucoup de temps pour dégager les gens ensevelis. Jusqu'à présent, il y a 200 morts et des blessés sans nombre. Les hôpitaux sont pleins à craquer. On entend parler d'enfants qui cherchent le corps de leurs parents dans les ruines fumantes. J'en ai des frissons. Quand je repense à ce grandement étouffé et trépitant dans le lointain que nous ressentons comme un signe annonçateur de l'anéantissement. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à écrire une histoire totalement inventée. Et j'ai pris un tel plaisir que les fruits de ma plume sont en train de s'accumuler. Le soleil brille, le ciel est d'un bleu profond. Il souffle un vent délicieux et j'ai une telle envie de tout, de parler, de liberté, d'amour. J'ai une telle envie de pleurer. Autour de moi, j'ai l'impression d'éclater et je sais que cela irait mieux si je pleurais. Je ne peux pas. Mercredi 23 février 1944. Depuis hier, le temps est superbe et je me sens toute requinquée. Mon écriture, ce que j'ai de plus précieux, avance bien. Mardi 7 mars 1944.
Quand je songe aujourd'hui à ma petite vie douillette de 1942, elle me paraît irréelle. Cette vie de rêve était le lot d'une Anne Frank toute différente de celle qui a mûri ici. Aujourd'hui, je regarde cette Anne Frank comme une fille sympathique, amusante, mais superficielle, qui n'a rien à voir avec moi. J'ai changé, et même en profondeur, totalement et en tout. Mes opinions, mes conceptions, mon regard critique, mon aspect extérieur, mes préoccupations intérieures, tout a changé, d'ailleurs pour le mieux. Je peux l'affirmer sans crainte, car c'est vrai, je ne suis pas riche en argent ou en biens matériels, mais je suis heureuse et je le resterai. J'ai une nature heureuse, j'aime les gens, je ne suis pas méfiante, et je veux les voir tous heureux avec moi. Vendredi 28 avril 1944. N'ai-je vraiment que 14 ans? Ne suis-je vraiment encore une collégienne? J'ai plus d'expérience que les autres. J'ai vécu quelque chose que personne ou presque ne connaît à mon âge. Je deviens de plus en plus indépendante de mes parents, toute jeune que je suis. J'ai plus de goût pour la vie, un sens plus sûr et plus pur de la justice. Je sais ce que je veux, j'ai un but, j'ai un avis. Laissez-moi être moi-même. Mercredi 3 mai 1944. On se demande souvent ici avec désespoir. À quoi bon? Oh, à quoi bon cette guerre? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas vivre en paix? Pourquoi faut-il tout anéantir? Jeudi 11 mai 1944. Tu sais depuis longtemps que mon souhait le plus cher est de devenir un jour journaliste et, plus tard, une écrivaine célèbre. Réaliserai-je jamais ces idées ou cette folie de grandeur? L'avenir nous le dira, mais jusqu'à présent, je ne manque pas de sujet. Après la guerre, je veux en tout cas publier un livre intitulé L'Annexe. Reste à savoir si j'y arriverai, mais mon journal pourra servir. Ici, c'est le monde à l'envers. Les gens les plus respectueux soient envoyés dans des camps de concentration et la racaille est réelle. Je n'ai jamais été aussi malheureuse depuis des mois. D'un côté, le problème des Juifs dont ils discutent amplement dans toute la maisonnée, le débarquement qui ne vient pas, la mauvaise nourriture, la tension, le découragement ambiant et la déception. D'un autre côté, les fleurs, les anniversaires et les gâteaux. Cet énorme décalage est toujours présent. Un jour, nous aurons du Covid et la situation, et le jour suivant et beaucoup d'autres jours, nous avons peur. L'angoisse et le désespoir se voient sur nos visages. Mardi 6 juin 1944. This is a big day, a dit la radio anglaise. Et en effet, this is a day. Le débarquement a commencé. Oh, Kitty. Le plus beau du débarquement, c'est que j'ai l'impression que des amis approchent. Des êtres horribles nous ont opprimés et mis le couteau sur la gorge pendant si longtemps que les amis et la délivrance, c'est tout pour nous. Il ne s'agit plus des Juifs, il s'agit de toute l'Europe occupée. Peut-être qu'en septembre, je pourrai retourner à l'école. Vendredi 9 juin 1944. Le débarquement se déroule à merveille. Les Alliés ont pris Bayeux, une petite ville sur la côte française, et se battent à présent pour s'emparer de Caen. Tous les soirs, les correspondants de guerre parlent des difficultés, du courage et de l'ardeur de l'armée. Ici, dans notre annexe forteresse, nous espérons que la guerre sera enfin terminée à la fin de l'année. Mardi 13 juin 1944, encore un anniversaire de plus, j'ai donc maintenant 15 ans. J'ai reçu pas mal de cadeaux, l'histoire de l'art de Springer, un peu de confiture et 2 gâteaux au milieu. Est-ce parce que je n'ai ni le nez dehors depuis si longtemps que je m'enthousiasme pour tout ce qui a un rapport avec la nature? La vue du ciel, des nuages, de la lune et des étoiles m'apaise et me donne espoir. La nature me rend petite et me donne le courage de faire face à tous les plaisirs. Le soir est venu que je n'ai le droit de voir la nature qu'à de rares occasions, à travers tes fenêtres couvertes d'une épaisse couche de poussière et voilées de rideaux sales. Samedi 15 juillet 1944. Voilà la difficulté de notre époque. Les idéaux, les rêves, les beaux espoirs n'ont pas plus tôt
depuis leur apparition qu'ils sont déjà touchés par la tristesse, réalité est totalement ravagée. C'est un vrai miracle que je n'ai pas abandonné tous mes espoirs, car il me semble absurde et irréaliste. Néanmoins, je les garde, car malgré tout je crois encore à la bonté innée des hommes. Il m'est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera aussi, nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que toute cette cruauté aura une fin et que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Liberté, Paul Éluard, 1942. Sur mes cahiers d'écolier, sur les pupitres et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Dur de reprendre la parole pour cela. Chers collégiens, merci pour ce moment d'émotion que vous nous faire partager. Quel beau moment de célébrer les enfants par d'autres enfants. Et alors de parler de la nécessaire transmission aux générations futures. Je crois que par le travail qui est fait notamment par les enseignants qui vous accompagnent, nous avons là un très bel exemple. Merci, merci encore à vous, vous avez été extraordinaire. Je remercie également le peloton du 4e Hermod qui nous a accompagnés toute cette matinée, nos porte-drapeaux, fidèles pour chaque cérémonie, les élus du conseil municipal des enfants. Merci à vous toutes et à vous tous de votre présence très nombreuse pour ce 80e anniversaire du 8 mai 45. Et comme cela a dû se faire le 8 mai 1945, je vous propose, 80 ans après, à fêter cette fin de la guerre autour d'un verre et en musique. Bonne journée à vous. Merci.